Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va très bien, pas d'introduction scénarisée, pas finalement de b-roll ou de musique captivante. L'objectif de ce soir, c'est que vous soyez extrêmement concentrés sur ce que je vais pouvoir vous expliquer. J'ai reçu un nombre de sollicitations très importantes justement à propos d'une vidéo dont vous auriez besoin vis-à-vis de la compréhension générale du cycle cryptographique. L'objectif finalement de cette vidéo, qui sera la dernière de l'année, ça va être de vous résumer ce qui se passe, ce qu'on va potentiellement pouvoir attendre avec des choses extrêmement précises, d'accord, et dans quel type de cycle on va pouvoir se trouver, parce que oui, c'est réel, le cycle actuel n'a rien à voir avec la totalité, la globalité, l'entièreté, si je puis dire, des anciens cycles cryptographiques. Déjà, la première chose qu'il faut pouvoir observer, c'est que ce cycle cryptographique vient prendre place en période de resserrement quantitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? La Fed peut faire deux choses. Soit elle augmente son bilan, en gros elle achète beaucoup d'obligations d'État, donc elle délivre beaucoup de liquidités, d'accord, sur les marchés, ou justement elle peut faire du resserrement quantitatif, ça signifie que les obligations qu'elle avait achetées, elle ne les renouvelle pas, d'accord, c'est ce qu'on appelle de la destruction monétaire, et donc forcément ça réduit aussi la masse monétaire en circulation, donc l'inflation. Si vous avez bonne mémoire, vous savez que l'inflation a été une problématique très importante justement en 2022-2023 pour la globalité des pays développés comme la France, finalement les États-Unis et j'en passe. Donc si on observe ce graphique, on voit que par exemple le cycle de 2010-2014, d'accord, a nettement pris place sous justement du quantitative easing, d'accord. On a l'accroissement ici du bilan de la Fed qui prend place, d'accord. Donc en fait on achète beaucoup d'obligations. En bref, on amène beaucoup de liquidités sur le marché. Par la suite ici on a eu aussi du quantitative easing entre 2014 et 2017, donc ce qui a permis au cycle des 4 ans de prendre place, d'accord, on a eu le bear market, puis après boum, la réexplosion du prix. Là vous voyez bien, on fait un tout petit peu de quantitative tightening, donc en gros on réduit le bilan de la Fed. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le bear market, d'accord, avec 2020 qui se situe ici, et 2020 a été l'année des années finalement de l'accroissement du bilan de la Fed, parce qu'on n'a jamais imprimé autant de masse monétaire, d'accord, durant cette période-là. Boum, explosion littérale finalement du bilan de la Fed, on explose littéralement, et ici boum, très gros bull market qui a pu prendre place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous augmentez la masse monétaire en circulation, vous augmentez aussi forcément le nombre entre guillemets d'offres de monnaie, d'accord, et s'il y a beaucoup trop d'offres par rapport à de la demande, c'est ce qu'on appelle finalement de la dévaluation monétaire. La dévaluation monétaire crée justement un problème de pouvoir d'achat qui entraîne les prix à la hausse parce que la monnaie vaut moins cher. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2022-2023, la Fed a augmenté les taux pour réduire ces baisses monétaires en circulation à travers du quantitative tightening, donc du resserrement monétaire, et par la suite justement surtout combattre cette inflation qui était très problématique, parce que qui dit de l'inflation dit problème de croissance, et qui dit problème de croissance dit finalement aspect contraire à l'économie, dans une économie en bonne santé. Ici, ce qu'on repère d'assez fou, c'est que malgré le resserrement quantitatif, on a pu avoir Bitcoin qui est passé justement d'à peu près 20 000 $ à quasiment 130 000 $ sur ce cycle. Et pourtant, au niveau du risque, on n'a jamais été aussi bas que ça. Là, vous avez ce qu'on appelle le Fear and Greed Oscillators, autrement dit le risk on et le risk off. Quand on est en risk on, d'accord, ça veut dire que les intervenants, le marché, la psychologie collective est plutôt orienté vers des actifs avec une forte volatilité et un fort risque, une volonté de risque et une volonté de prendre du risque, d'accord. Quand on est en risk off, c'est qu'au contraire, on a peur, ok, le marché ne se sent pas bien et on est plutôt finalement, si on peut dire ça, sur une volonté d'être sur des actifs qui ramènent plutôt des gains sûrs, certains, comme des obligations ou des positions défensives comme Walmart, d'accord. On repère qu'à chaque fois qu'on a été en bas du bear market, on était en risk-off, juste ici. À chaque fois qu'on était en bas du bear market, donc 2020, crise du Covid, confinement mondial, risk-off total. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Explosion du marché. Ici, explosion du marché.
Actuellement, depuis justement les tarifs douaniers qui ont été justement mis en place ici, ainsi que le shutdown, ainsi que on va dire la brume globale qui peut être mise sur les marchés financiers au moment où on se parle, notamment vis-à-vis du fait qu'on a du décalage dans la publication des données. Voilà, on a des données qui vont arriver en janvier, les données d'octobre arrivent en décembre. Bref, c'est très compliqué pour l'économie de se piloter. On est en risk-off total. La question, c'est est-ce qu'on va repartir ou est-ce que vraiment le marché est dans une peur générale et à ce moment-là, on va s'attendre à une chute drastique du prix? On va essayer de répondre à cette question ce soir. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que depuis 2022, la Réserve fédérale américaine mène une politique monétaire agressive contre l'inflation. Elle a augmenté les taux, plus elle a réduit son bilan. On le voit bien, c'est exactement la même chose ici. On a réduit le bilan juste ici parce qu'on a fait exploser le bilan. On a imprimé beaucoup d'argent pour quelque part venir en aide à l'économie. La définition du quantitative tightening, c'est que c'est une contraction du bilan de la Fed par un non-renouvellement des obligations arrivant à échéance. En gros, on ne reroule pas la dette, d'accord? Mais le tournant majeur survient en décembre 2025. Ce qui change vraiment tout, c'est ce qui se passe à cette date-là. La Fed, elle annonce officiellement la fin du quantitative tightening. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations, cette fois-ci, qui arrivent à échéance, on va les rouler, d'accord? On va les redriver, on va les relancer. C'est un tournant majeur, parce qu'en 2022, elle faisait exactement l'inverse. Elle retirait la liquidité du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne s'attend pas, en remettant ce genre de choses en place, que l'inflation revienne de manière très agressive. Alors évidemment, elle va reprendre tout ce processus de manière très pondérée. D'accord, elle ne va pas envoyer 200 milliards sur le marché comme ça. Là, on a débuté avec 40 milliards d'obligations américaines. On va essayer de se détailler un peu pourquoi justement on a remis en place 40 milliards de quantitative easing. Donc forcément, ici, elle arrête de réduire son bilan. D'accord, c'est illustré sur les graphiques. Justement, pendant tout le quantitative tightening, les avoirs de la Fed ils diminuaient. Puis justement, début 2025, on voit que justement ça commence à très très légèrement repartir. D'accord? Alors pas début 2025, pardon, fin 2025. Donc forcément, quand on regarde les graphiques qui sont juste ici, d'accord, d'abord le premier graphique, il montre clairement la fin du quantitative tightening, pardon, parce que la courbe de réserve bancaire, c'est, on va dire, celle du trésor américain, elle était en chute pendant toute la période du resserrement quantitatif, d'accord, le compte du trésor ici, boum, on chute drastiquement, d'accord, et surtout le réserve repo ici qui chute très 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 fortement, d'accord, c'est ça qu'il faut pouvoir regarder de manière très très proche, d'accord. Les deux graphiques de droite, c'est ceux qui montrent la variation hebdomadaire des achats finalement de treasuries, d'accord. On voit bien que justement pendant toute cette période-là, on n'a eu aucun achat ici, absolument aucun achat, d'accord. Et c'est ça le plus important, évidemment pendant le Covid, ça a été le moment le plus important. On voit bien que depuis 2022, on est à tonnes, d'accord, on bouge quasiment pas, on a repris en fin 2025 ici, mais pendant le Covid, rien du tout. D'accord. Et mieux encore, elle recommence à injecter de la liquidité via les achats de bons de trésor. 40 milliards vont être injectés dans les 30 prochains jours. Mais attention à un détail essentiel. Ces achats servent notamment à stabiliser le TGA, le Treasury General Accounts, et le marché monétaire. Reuters explique que le Fed, en gros, le tout va pouvoir plutôt, on va dire, desservir plutôt le compte américain. Pourquoi? Parce qu'on a eu le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, quasiment 1 mois et demi, si ce n'est quasiment 50 jours de blocage. Un shutdown, c'est quoi? Les États-Unis, c'est pas très compliqué à comprendre. Leur année fiscale est de septembre à septembre prochain. Si justement au Congrès, les démocrates et les républicains ne se mettent pas d'accord pour le budget, tout s'arrête. L'État s'arrête totalement tant qu'ils n'ont pas trouvé de décision commune pour trouver finalement une décision budgétaire stable et viable. Ce qui se passe, c'est que quand tout s'arrête, une grosse partie des fonctionnaires ne sont plus payés, d'accord. Une partie finalement des services ne sont plus financés, et comme vous le savez, l'État participe directement à la croissance. Mais pourquoi? Les fonctionnaires reçoivent un salaire avec lequel ils consomment, d'accord. Les services finalement, par exemple la santé, sont notamment parfois très conjointement liés à des services et des entreprises privées. Donc si ça fonctionne plus, les entreprises privées ne vendent plus, donc baisse de chiffre d'affaires et j'en passe, d'accord. Donc ça peut atteindre la croissance, et surtout, quelque part, ça peut poser beaucoup de soucis de
contrepartie, de liquidité et j'en passe. Donc ça, c'est évidemment très négatif. Contrairement au cycle précédent, le marché crypto-monnaie a grimpé alors même que la liquidité diminuait. La récente inversion de cap de la Fed pourrait rajouter du carburant au marché ou signaler un malaise économique sous-jacent. Parce que oui, quand vous faites du quantitative easing, vous rajoutez de la liquidité sur le marché. Donc vous n'avez plus peur de l'inflation. Si vous n'avez plus peur de l'inflation, qui est, on va dire, l'indicateur phare d'une très grosse croissance économique, surtout quand ça part très très fort, ou d'abus évidemment de liquidité, d'emprunt, etc., quand les taux sont bas, c'est que vous partez du principe que potentiellement, soit l'économie, on va dire dans sa mécanique sous-jacente, a une épine dans le pied que personne ne voit et qui va faire dérailler les marchés, récession et j'en passe, comme ce qu'on le prévoit maintenant depuis 2024, d'accord. Soit, vous êtes plutôt sur une pondération du quantitative easing et vous injectez avec parcimonie. Là, il faut injecter au fur et à mesure pour pas faire trembler toute la machine, d'accord. C'est bien la question. Maintenant, on va se demander, mais comment c'est possible que Bitcoin, malgré le resserrement quantitatif, la hausse des taux, etc., ait pu exploser de quasiment 400%. La première chose qu'il faut comprendre, c'est ce document, qui est une étude de l'université du Kansas, d'accord, qui est très réputée pour notamment son travail en finance. Et ce document, il montre quelque chose de fondamental pour comprendre le marché actuel. La corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq n'a jamais été aussi forte. Pendant des années, Bitcoin s'était vu comme un actif presque indépendant du système financier. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. L'étude, elle explique que depuis que des institutions comme les ETF, Bitcoin sont arrivées finalement au même moment, quasiment, alors pas au même moment que depuis MicroStrategy, parce que les ETF Bitcoin ont été finalement notamment mis en place l'année dernière en 2024, d'accord, mais on va dire la venue de MicroStrategy plus les ETF et MicroStrategy notamment qui a intégré le Nasdaq, d'accord, Bitcoin réagit pratiquement aujourd'hui comme une action technologique. Concrètement, ça veut dire que quand les marchés sont en risque on, donc c'est positif, on veut du risque, les gens comprennent et les intervenants comprennent que l'économie est plutôt bonne et que tout peut être orienté finalement vers quelque chose de spéculatif, d'accord, Bitcoin monte avec le Nasdaq, qui est justement l'indice des entreprises technologiques. Et quand les marchés passent en risk off, cette fois-ci, on a peur, d'accord, attention, c'est un peu risqué, par exemple, comme durant les tarifs douaniers, on voit même que les pics de corrélation sont autour de 0,87, c'est écrit juste ici, ce qui est absolument énorme. Quand vous êtes sur du 1 pour 1, c'est que c'est le même actif comparé au même actif. Quand vous êtes sur du 0,90, c'est que vous avez une corrélation qui est quasiment parfaite. D'accord, c'est quasiment le comportement d'un actif technologique classique, ça confirme une transition très claire. Bitcoin est en train de passer d'un actif alternatif à, on va dire, un truc qui était un peu à part à l'époque, d'accord, à un actif complètement intégré dans la macroéconomie des portefeuilles institutionnels. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que les mouvements du Nasdaq, les décisions de la Fed forcément, et même les résultats d'entreprises comme Nvidia, influencent maintenant directement le prix du Bitcoin. Le marché du crypto n'est plus du tout isolé, il est complètement branché sur le système financier mondial. D'un point de vue justement de l'introduction de ce document, c'est très intéressant. Dans cette partie, l'auteur il explique comment Bitcoin il a progressivement changé de rôle dans le système financier mondial. Au départ, Bitcoin s'était vu comme un actif totalement indépendant, un actif spéculatif, sans lien avec les marchés traditionnels, même fait pour ne pas être traditionnel, mais au fil des années, et en particulier pendant les périodes de stress économique, les chercheurs ont commencé à observer que Bitcoin réagissait de plus en plus comme les autres actifs financiers. L'introduction, elle montre que en fait, dès qu'il y a de l'incertitude, comme pendant par exemple la pandémie ou lors des chocs macroéconomiques, on va aller sur le graphique à la fin, ne vous inquiétez pas, Bitcoin devient plus sensible au mouvement des marchés classiques comme le S&P 500. Ce qui signifie qu'il ne se comporte plus comme un actif anti-système, mais plutôt comme un actif qui absorbe les mêmes tensions que les autres. L'étude, elle insiste aussi sur l'effet de l'arrivée des institutions, les ETF comme on en a parlé, MicroStrategy qui rentrent dans les indices américains, c'est des éléments qui ont solidifié les liens entre Bitcoin et les actionnaires traditionnels, ce qui accélère évidemment son introduction dans la finance globale. Donc en fait, cette introduction, elle poste un constat très simple. Bitcoin n'est plus un actif alternatif, c'est un outil spéculatif pleinement corrélé aux actions technologiques. D'accord ? Point extrêmement important, je vais avancer un petit peu trop vite, c'est les datas. Dans cette section, l'auteur il explique comment il a mesuré la relation entre Bitcoin et les grands indices américains. Il dit simplement qu'il s'agit de comprendre comment ils ont calculé la corrélation, d'accord ? Comment cette corrélation elle évolue dans le temps et comment, entre guillemets, elle réagit lors d'événements importants.
Dans un premier temps, ils vont utiliser deux types d'analyse. L'analyse de corrélation classique, qui compare des mouvements moyens des actifs sur de longues périodes, et une analyse dynamique, qui observe cette fois-ci cette corrélation qui change semaine après semaine ou mois après mois. Pour ça, ils ont utilisé une fenêtre mobile de 180 jours qui permet, on va dire, de voir si Bitcoin se rapproche des indices ou s'il s'en éloigne selon les phases de marché. Par la suite, ils ont étudié des périodes précises où les marchés étaient secoués, par exemple pendant le Covid, pendant des crises ou finalement des annonces économiques importantes, la Fed, l'emploi, le chômage. L'objectif, c'était de voir comment Bitcoin va réagir à un choc externe et si sa corrélation elle augmente ou elle diminue à ces moments-là. Ils font aussi un travail très important pour éviter les fausses conclusions. Ils viennent ajuster les données pour tenir compte des différences de volatilité entre les actifs qui n'ont pas la même pondération, pas la même capitalisation notamment. Et surtout, on va vérifier que les résultats ne sont pas dus au hasard ou à la manière dont les données sont à peu près découpées. Pour terminer, ils vont utiliser plusieurs visualisations, des heatmaps, donc on va en parler juste après, des séries temporelles, pour notamment repérer les moments exacts où la corrélation elle explose ou justement là où elle peut retomber. En gros, cette section elle vous montre vraiment que la corrélation dont on parle n'est pas simplement une intuition, elle est mesurée avec plusieurs techniques et surtout testée dans différents contextes. D'accord ? La méthode elle est très simple. Ok ? L'étude expliquée, entre guillemets, elle explique d'où viennent les données utilisées pour mesurer la relation entre Bitcoin et les indices boursiers. Parce qu'en effet, si on calque que de graphiques, ça ne va pas. De leur côté, en fait, ils ont décidé de faire provenir ces données d'un fournisseur financier qui s'appelle Tingo et qui couvre des prix de clôture quotidien du Bitcoin, du S&P 500, d'accord, via le WU, ok, qui est un ETF dont on parlera tout à l'heure, et via le Nasdaq, le triple Q, ok, le QQQ, qui est un ETF par lequel vous pouvez investir. Ils ont pris une temporalité entre 2018, d'accord, et 2025. Alors je ne sais pas si on va la trouver là, entre 2018 et 2025. Et l'idée, en fait, ça va être de pouvoir finalement, comment je pourrais dire ça, de pouvoir les comparer et voir si justement ils sont fiables, très clairement, d'accord. Il y a tout un travail de préparation de données. Les prix bruts sont nettoyés, ils sont mis au même format, ils sont transformés pour éliminer les variations extrêmes qui pourraient fausser les résultats, d'accord ? Par exemple, on va venir corriger les erreurs, on retire les anomalies, on s'assure que toutes les séries elles sont parfaitement alignées dans le temps. L'étude elle fournit aussi quelques statistiques descriptives. On apprend par exemple que le WU, ok, qui est justement le S&P 500 via un ETF, il est très stable avec une volatilité qui est faible. Alors que le triple Q, le QQQ, qui représente le Nasdaq, lui il est beaucoup plus volatile, d'accord ? Donc forcément ça reste dans certains standards des indices technologiques. Par contre Bitcoin il affiche une volatilité beaucoup plus forte, ce qui est typique des crypto-monnaies, vous le savez. Donc forcément, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est finalement comment on interprète tout ça. Point hyper important, c'est que dans les résultats, d'accord, on observe et on voit très clairement comment la corrélation entre Bitcoin et les grands indices américains, elle a évolué année après année. Et le résultat, il est sans appel. Plus on avance dans le temps, d'accord, plus on se rend compte que Bitcoin est corrélé au Nasdaq, qui est juste ici, et surtout corrélé au S&P 500 qui est là, voire même plus au S&P 500 qu'au Nasdaq sur certains points, ça dépend les années. Et c'est absolument fou, d'accord ? Si on regarde les chiffres du WU, donc le S&P 500, on voit qu'en 2008 la corrélation, elle est très très faible, si ce n'est totalement nulle, d'accord ? C'est pour ça qu'on a eu des mouvements notamment du Bitcoin qui étaient pas du tout corrélés, on va dire, au Nasdaq, au S&P 500 pour l'époque, d'accord ? On voit bien qu'on venait à 0,13, on monte à 0,54, 0,76. Donc vous voyez bien que dans toute cette période-là, finalement, on a eu de l'acquisition de crypto-monnaies de la part de ces sociétés-là, d'accord, ce qui est plutôt cohérent. Donc si vous voulez, tout ça, ça vient montrer que, entre guillemets, Bitcoin n'est plus du tout un actif indépendant. Comme il était à ses débuts, plus le temps passe, plus il se synchronise, plus il s'institutionnalise, plus il rentre dans des cadres d'investissement classiques, acceptés et surtout légitimes. Ça reflète deux choses. D'un côté, évidemment, le rôle grandissant des institutions et surtout des ETF, et de l'autre, le fait que Bitcoin est maintenant au cœur du système financier et surtout régi, d'accord, aux mêmes événements que les actions technologique. Autre point hyper important, c'est celui-ci. Ce graphique, il montre que la corrélation entre Bitcoin, le Nasdaq et le S&P 500, il a évolué de manière continue depuis 2018. On voit très clairement que ça montre que lors des périodes d'euphorie et de redescente, d'accord, finalement, et même lors des périodes de panique, en fait, ce qui ressort surtout, c'est que la ligne générale, elle ne cesse d'évaluer l'évolution entre Bitcoin et finalement le TQQ et le QQ, et le Bitcoin. On voit bien que c'est parfaitement corrélé, parfaitement corrélé, c'est absolument fou, d'accord, c'est plus du tout un actif à part, vous voyez bien finalement ce que ça peut nous donner, d'accord, c'est hyper important. Encore une fois, ici ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, là l'idée ça va être de comprendre
comment la corrélation entre Bitcoin et les marchés traditionnels allait évoluer suivant les grandes phases économiques. D'accord ? En 2019, le début du Covid, le marché était en risk-on, ce qui a poussé Bitcoin à se rapprocher des actions. Mais dès l'arrivée de la pandémie, tout s'est inversé, comme on va le voir juste après. Les investisseurs ils ont cherché la sécurité, ce qui a temporairement évidemment réduit la corrélation. En 2020-2022, les politiques de soutien massif, les taux bas, la création monétaire, plan de relance, ont fait évidemment monter les actions et forcément Bitcoin. Et en 2023-2025, on rentre quand même dans une phase post-pandémique où les marchés se normalisent. Bitcoin est un actif de plus en plus institutionnalisé qui est intégré dans des portefeuilles diversifiés. D'accord ? Là, vous avez un autre graphique très très intéressant, notamment justement MicroStrategy et Bitcoin. Évidemment, c'est parfaitement corrélé parce que MicroStrategy devient très clairement un véhicule d'investissement. D'accord ? Et là, vous avez les corrélations trend over times. D'accord ? Donc, on pourra en parler, mais bon, c'est MicroStrategy, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et la conclusion vient tout simplement nous expliquer qu'en effet, ça y est, Bitcoin s'intègre dans la finance traditionnelle, mais cette intégration transforme à la fois son comportement et sa volatilité et surtout son impact systémique. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, d'accord ? C'est Nvidia, le grand gagnant du Nasdaq depuis 2022-2023. C'est le moteur potentiellement caché du bull market. Pourquoi ? L'un des faits marquants de 2024-2025, c'est la montée spectaculaire de Nvidia qui a alimenté une euphorie sur tout le secteur technologique. Cette dynamique a contribué à tirer Bitcoin vers le haut, finalement, vers les flux vers les tech stocks finalement montent, les portefeuilles institutionnels repondèrent leur exposition, le Nasdaq grimpe et Bitcoin suit mécaniquement. Le lien technologique et justement les calculs intensifs renforcent aussi l'idée d'un même cycle de liquidité. Et là, c'est absolument magnifique. Quand on calque Bitcoin avec Nvidia, on a exactement la même évolution, d'accord ? Nvidia a vraiment commencé à exploser dans ces niveaux-ci. Vous voyez bien, on est passé dans ces moments-là de 12,20$ à quasiment 178$ au moment où je vous ai pris le screen. Ce qui est absolument dingue, c'est là où vraiment, boum, on a eu une très très grosse explosion. Donc vous voyez bien à quel point les corrélations de Bitcoin sont très faciles à comprendre désormais. Autre point hyper important pour la continuité du cycle, ça y est, on a fermé cette parenthèse de comment Bitcoin régit, pourquoi il évoluait pendant le quantitative tightening, qu'est-ce qui s'est passé notamment avec Nvidia. On comprend bien que les entreprises technologiques finalement ont du collatéral en crypto-monnaie et que surtout aujourd'hui Bitcoin est considéré comme un actif technologique. Autre point hyper important, c'est ça. Powell va terminer son mandat en 2026, en mai 2026. Nous avons monsieur Kevin Hassett, que vous avez à droite, qui devrait prendre la relève. Sauf qu'effectivement, ça peut être un élément hyper important à surveiller dans le calendrier. Pourquoi ? Parce que il a affirmé vouloir suivre les indications de Donald Trump avant de se rétracter en disant qu'il était apolitique. Encore une fois, sous le mandat de Trump, il faut savoir que le respect des institutions est mis au second plan, que la Fed est censée normalement être une institution qui agit en toute indépendance politique, d'accord ? Il n'est pas censé être, entre guillemets, politiquement influençable, comme on dit. Et, si vous voulez, il a quand même dit, entre guillemets, après, qu'il ne céderait pas à la pression politique. Bref, il a affirmé qu'il ne céderait pas à la pression politique concernant la baisse de taux d'intérêt, sauf qu'en fait, 2 heures avant, il a dit qu'il suivrait tous les conseils de Trump. Bon, il faut simplement faire ce qui est juste, a-t-il déclaré lors ce qu'on lui a dit s'il obérait à Trump, si ce dernier utilisait Truth Social pour ordonner à Hassett, alors, finalement, président de la Réserve fédérale, de par exemple baisser les taux d'intérêt. Imaginons que l'inflation passe de 2,5 à 4%, on ne peut pas baisser les taux, a-t-il rétorqué. Il a ajouté qu'il s'appuierait plutôt sur son propre jugement auquel finalement je crois que le président doit faire confiance et sur son ferme engagement à rester impartial. Sauf que en réalité, il a évoqué encore une fois quelques heures avant qu'il allait suivre toutes les directives de Trump. Donc vous voyez que même à ce niveau-là, on a quand même une certaine instabilité. Ça veut dire quoi ? Mécaniquement, actuellement la Fed est totalement indépendante. C'est très intéressant parce qu'on a un certain équilibre. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, vous le savez. Maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est que on a une reprise du quantitative easing. D'accord ? On a arrêté le quantitative tightening, ce qui est plutôt une bonne chose pour les marchés. Si on a monsieur Kevin Hassett qui vient prendre la main en mai 2026, quelle va être la suite de la Fed ? Personne ne peut vous répondre pour la bonne et simple raison que nous n'allons pas connaître finalement la capacité d'influence que va avoir Trump sur M. Hassett, qui est très clairement son collaborateur depuis son début de campagne en 2017. D'accord ? Ça, c'est un nœud conjoncturel dans lequel Bitcoin se situe actuellement. Ce que
tout ça signifie pour la crypto, c'est assez important. Nous observons un cycle crypto-monnaie dont les fondations sont très différentes des cycles précédents. Pour la première fois, un bull market crypto-monnaie est né dans un resserrement monétaire, alors qu'historiquement, les crypto-monnaies n'ont performé que dans des phases d'expansion du bilan. La corrélation avec le Nasdaq est désormais structurelle, intégration institutionnelle, ETF, gestion quantitative, IA, infrastructure cloud, Le retour de la liquidité de la Fed change la dynamique, ce n'est pas de l'assouplissement, mais suffisamment significatif pour influencer les marchés risqués, et surtout le changement de gouverneur de la Fed en 2026 ajoute une dimension politique auquel il va falloir faire très attention. A7 pourrait inaugurer un nouveau cycle de taux bas. Trump pourrait vouloir une économie dopée à la liquidité en vue des élections de mi-mandat. Et oui, Trump, il ne doit pas faire n'importe quoi. Parce qu'aux États-Unis, quand vous êtes élu pour 4 ans, vous avez ce qu'on appelle les élections du mid-term. Donc en gros, les élections de mi-mandat. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va redistribuer les cartes pour le Congrès, ce qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Si Trump n'a pas la majorité, d'accord, en fait, il ne pourra plus dicter la politique comme il l'entend, comme actuellement. Ce qu'il faut savoir de très important, c'est qu'aux États-Unis, les Américains ont un formulaire de retraite qu'on appelle le 401K. Trump n'a aucun intérêt à ce que les marchés soient en crise l'année prochaine, et notamment surtout en fin d'année. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il doit se faire réélire pour 2 ans de plus. Ok, tout du moins au Congrès. Bon, là c'est plus, on va dire, il doit plutôt convaincre le Congrès plutôt que les Américains. Mais dans tous les cas, ce sera très important pour lui quand même. Ok. Donc forcément, ça va être un élément aussi extrêmement important à prendre en compte pour la suite de l'évolution du marché. Autre point extrêmement important à prendre, c'est que les grandes entreprises américaines par capitalisation boursière sont celles-ci. On a actuellement une surconcentration du marché absolument énorme. Le top 10 des marchés financiers représente 37,2%. Vous allez comprendre pourquoi c'est un problème. Nvidia pèse 6,4%, Apple pèse 6,1%, Amazon pèse 3,6%, Walmart pèse 1,3%, Tesla 2,2%. Alors, de manière unilatérale, on pourrait penser que c'est peu. Sauf que c'est gigantesque. Pourquoi? Parce que Nvidia dispose de 50% de ses clients qui créent 50% de son chiffre d'affaires. D'accord? Donc 50% de ses clients créent 50% de son chiffre d'affaires. Le client A et le client B, notamment disponibles dans les reports qu'ils peuvent proposer. La plupart de ces clients, entre guillemets, sont notamment des big tech, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, Meta. Tous sont interconnectés autour du développement de l'IA. Et ce qu'il faut saisir, c'est qu'on a actuellement ce gros cheminement qui prend place. D'accord? Comment on comprend ça? C'est ce qu'on appelle l'Infinity Money Glitch. Okay? Et pourquoi c'est systémique? Pour vous expliquer un petit peu la relation qu'il y a entre ces 3 entreprises et la gravité que ça pourrait avoir, en fait, il faut saisir que OpenAI reçoit 100 milliards d'investissements. Okay? Ces 100 milliards d'investissements, ils se disent, j'ai besoin d'argent pour construire de l'IA. Un investisseur ou un partenaire lui donne 100 milliards. L'étape numéro 2, c'est que OpenAI utilise ces 100 milliards chez Oracle. OpenAI dit ensuite, merci, je vais les utiliser finalement pour louer des serveurs chez Oracle. Donc OpenAI, il dépense 100 milliards chez Oracle. Oracle, ils encaissent l'argent et comptablement, Oracle dit, super, j'ai 100 milliards de revenus. Le marché voit ça, il se dit, Oracle gagne beaucoup d'argent, Oracle est en croissance. Forcément, l'action de Oracle monte. D'accord? L'étape numéro 3, en fait, c'est que Oracle utilise aussi ces 100 milliards chez Nvidia. Pour faire tourner les services et les serveurs d'OpenAI, lui, il loue, entre guillemets, donc en gros, pour faire tourner les serveurs, qu'OpenAI lui loue, Oracle, ils ont besoin d'acheter des puces Nvidia, des GPU. Donc Oracle, en fait, il dépense 100 milliards chez Nvidia. Nvidia encaisse l'argent et comptablement parlant, ils peuvent dire, super, j'ai 100 milliards de revenus. Le marché voit ça de manière hyper intéressante. Nvidia fait exploser ses ventes, donc Nvidia est en croissance, l'action de Nvidia monte. L'étape numéro 4, celle qui est la plus délicate. Nvidia, qui vient de recevoir ses 100 milliards, il décide d'investir dans OpenAI. Et c'est là qu'on comprend le glitch. Le même argent tourne en rond et fait monter artificiellement les chiffres des 3 grosses entreprises. Et pourquoi c'est un problème? Parce que dans la comptabilité, OpenAI montre qu'ils ont levé 100 milliards, Oracle montre qu'ils ont vendu 100 milliards, et Nvidia montre qu'ils ont aussi vendu 100 milliards. Mais c'est exactement le même billet de 100 milliards qui tourne en rond. Ça donne l'illusion que OpenAI est ultra financé, Oracle fait des profits monstrueux et Nvidia vend des tonnes de puces. Alors qu'en vrai, c'est juste un circuit fermé d'argent entre 3 entreprises. On va faire une comparaison simple pour comprendre. Imaginez 3 amis, Alice, Bob et Charlie. Alice emprunte 100 €.
elle les donne entre guillemets à Bob pour réparer son ordinateur, et Bob justement donne les 100 € à Charlie pour acheter une chaise. Charlie y réinvestit 100 € chez Alice en achetant une formation. Chacun dit j'ai fait 100 € de chiffre d'affaires, mais en vrai il n'y a qu'un seul billet de 100 €. Et le risque majeur, c'est que si OpenAI n'arrive pas à rembourser, c'est cata. Si Oracle doit dévaluer ses revenus, c'est cata. Si Nvidia doit reconnaître que ses ventes n'étaient pas réelles, c'est cata, et tout le château de cartes s'effondre. Les actions des trois entreprises vont drastiquement se péter la gueule, les marchés technologiques s'écrouleront, la confiance va totalement disparaître et les investisseurs réaliseront que les marchés étaient gonflés, ce qu'on appelle une bulle spéculative. C'est exactement ce qui inquiète les analystes aujourd'hui. Et pas plus tard qu'hier soir, notre cher Oracle, justement, a donné ses résultats. En gros, on gagne plus, mais on dépense encore plus. Je vais essayer de vous donner une version ultra vulgarisée des résultats pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord ? Oracle, ils ont annoncé des bons bénéfices. Ok ? Ils ont clairement dit, voilà, on a gagné ici 2,26 $ par action, ce qui est très bon. Donc sur le papier, ils gagnent bien leur vie, les profits sont au-dessus des attentes, les investisseurs sont très contents, en principe. D'accord ? Mais le chiffre d'affaires, il est un peu plus faible que prévu. On a vendu pour 16,06 milliards. Sauf que les analystes, ils attendaient un peu plus. Ça veut dire que les ventes globales, ils ne progressent pas aussi vite que le marché l'espère. Ça fait douter sur la vitesse réelle de croissance. Et les investisseurs, ils détestent quand les ventes déçoivent, même légèrement. Le cloud, par contre, il explose. D'accord ? La partie du cloud qui sert notamment à héberger l'IA, OpenAI, Nvidia, etc., c'est en énorme croissance. C'est un peu la locomotive d'Oracle. C'est ce que les investisseurs veulent voir. C'est cette partie du business qui cartonne vraiment. Donc, bonne nouvelle, oui. Mais Oracle dépense des sommes gigantesques, encore une fois, pour construire des data centers. C'est là que ça se complique, parce que pour fournir le cloud à OpenAI et compagnie, ils doivent construire des data centers, acheter du matériel très cher chez Nvidia, payer l'électricité et agrandir les infrastructures. Ça coûte des dizaines de milliards, et ça réduit fortement la marge, donc le profit futur. Donc l'histoire, elle devient un petit peu plus compliquée. Les revenus du cloud, ils montent, mais les dépenses, ils explosent encore plus vite. Le Black Cloud, ici, il augmente. En gros, c'est la liste de contrats garantis pour les années futures. S'il y a plus de Black Cloud, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on aura plus d'argent qui arrivera plus tard. Mais le marché, il veut savoir combien Oracle gagne aujourd'hui, pas dans 3 ans. Alors pourquoi justement l'action elle a chuté ? Parce que pour le marché, la question elle n'est pas simplement est-ce que Oracle gagne de l'argent, mais plutôt est-ce que Oracle justement gagne de l'argent sans dépenser 10 fois plus qu'avant. Et la réponse là c'est pas vraiment. Okay ? Donc le résumé il est ultra simple. La mauvaise nouvelle pour le marché, c'est que les ventes globales, elles sont un peu faibles. Les dépenses, elles explosent, la rentabilité future, elle est incertaine. Par contre, les bonnes nouvelles, c'est que le cloud, il explose, le Black Cloud, il grimpe de manière impressionnante et les profits actuels sont très très bons. En gros, le marché se focalise sur les ventes décevantes plus les coûts énormes, mais il ignore quand même un peu les bons bénéfices du trimestre. C'est pour ça que l'action, elle baisse après l'annonce, mais que ça n'a pas non plus été un cataclysme sur les marchés financiers. Donc Oracle, il gagne aujourd'hui, mais il dépense tellement pour construire l'avenir que les investisseurs, ils ont peur que les marges elles fondent, donc que le marché sanctionne. Voilà par quoi est englobé le marché cryptographique actuel. On va aller sur graphique après, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'analyser tout ça, notamment avec la M2 mondiale, on va rajouter plein de choses. Et vous comprenez bien quels sont les points de sensibilité de Bitcoin pour cette fin d'année. Allez, on va sur graphique, on va analyser 2-3 trucs. Nous voilà sur graphique, de ce fait on va pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer techniquement parlant ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que graphiquement parlant, tout du moins ici sur Ethereum, je m'attends très clairement à ce qu'on aille entre 5000 et 8000 $ sans trop de difficultés. Pour la bonne et simple raison que si on observe finalement la masse monétaire mondiale, ok, qui est, excusez-moi, je vais réussir à la trouver, où est-ce qu'elle est ? Juste ici, on observe très clairement que finalement Ethereum est un petit peu en retard, d'accord, sur pas mal de points. Encore une fois, donc là il faut que je la mette en logarithmique pour que ce soit plutôt clair. Et si je me mets en weekly, on peut très facilement observer que durant la chute d'Ethereum, ok, on a surtout une hausse de la masse monétaire, ce qui est une décorrélation extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que si on regarde la dernière fois que ça s'est passé, on a eu une chute drastique d'Ethereum ici, non pas parce que Ethereum était mauvais, d'accord, mais parce qu'on avait les tarifs douaniers et que tout le monde liquidait finalement leur position, et derrière on a eu une explosion de la masse monétaire. Qu'est-ce que ça a provoqué ? Une énorme explosion du cours d'Ethereum, d'accord ? C'est un indicateur simple à utiliser et qui fait vraiment l'affaire. Autre chose hyper intéressante, c'est ça.
c'est le risk on, risk off, ok. À chaque fois, tout du moins, qu'on a été en risk off, ok, c'était vraiment le moment le plus probable pour pouvoir se placer. La dernière fois qu'on a été en risk off de manière très importante, c'était ici, c'était à la fin des tarifs douaniers en avril 2025. Ici, on voit bien qu'on est en risk off depuis très longtemps, notamment depuis septembre, ainsi que justement octobre. Pourquoi? Parce que en septembre, on avait déjà pas mal finalement de contrariété entre les démocrates et les républicains au Congrès. On savait pertinemment qu'il y avait beaucoup de chances pour qu'on ait un shutdown, d'accord. Les portefeuilles et les algorithmes ont parfaitement rééquilibré les portefeuilles. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu de l'Ethereum pour se rééquilibrer sur quelque chose de plus stable. Donc ici, on est quand même sur un risk-off qui date depuis le 13 août 2025, quasiment fin août, début septembre, ce qui est plutôt logique. Et là, finalement, vous voyez à quel point le graphique, quelque part, commence à légèrement se reprendre et on est quasiment de retour ici en risk on, d'accord. Autre chose hyper importante à regarder, c'est ça, c'est que ici on va avoir un énième croisement des moyennes mobiles qui est extrêmement positif parce qu'à chaque fois que justement on a croisé, juste là, d'accord, on a toujours eu un Ethereum qui est reparti à l'hausse, notamment ici. Pour ceux qui sont sur mes écoles, on a une distribution puis une réaccumulation qui est absolument fantastique, d'accord. Là, ça a croisé, ce n'est pas reparti parce qu'on a eu beaucoup d'annonces de tarifs douaniers, ça a été très délicat. Le meilleur prix d'entrée à prendre était ici. D'accord. Donc forcément, vous voyez bien que là ça a croisé, là c'est en train de croiser. C'est pour ça que justement j'ai décidé de prendre une position à l'achat de manière très modérée avec un risk reward parfaitement humble, d'accord. Juste ici, vous voyez, on a vraiment un stop loss très très bas pour aller chercher des plus hauts sur Ethereum. On va aller sur Bitcoin si vous êtes OK. Sur Bitcoin, c'est exactement le même topo, d'accord. On peut par exemple regarder ici, ou ce graphique-là, je sais plus exactement lequel j'avais utilisé dans les écoles, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que les deux moyennes mobiles ont croisé, on a croisé ici, on a poussé, 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 on a croisé ici, on a poussé. Le seul moment où vraiment Bitcoin part en bear market, d'accord, c'est que en fait on est vraiment sur un top qui ici vient s'interchanger sur pas mal de points. Ça on en parlera pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Mais là actuellement on a eu un beau croisement et surtout techniquement parlant, on vient encore une fois parfaitement recapitaliser, d'accord, sur le plus bas des tarifs douaniers au niveau de BTC. Évidemment, c'est là où on annonce la fin du quantitative tightening, le début de la reprise du quantitative easing, et surtout que Kevin Hassett se met de plus en plus en avant. Donc inévitablement parlant, je m'attends à ce qu'on ait à court terme un Bitcoin qui reprend les 100 000 $ sans potentiellement trop de difficultés. Il va nous falloir un catalyseur malgré tout, et potentiellement qui nous dépasse les 125 000 $. Sauf si les résultats de certaines entreprises sont absolument catastrophiques et qu'on ait ce qu'on appelle un black swan, un signe noir en économie, qui viennent d'on ne sait pas où, d'accord, un article qui sort du jour au lendemain qui vient nous mettre en avant que, je sais pas moi, OpenAI a menti sur ses résultats ou qu'elle copie les Chinois, bref, quelque chose de très grave. À ce moment-là, comme vous le savez, on aurait un débooking massif des positions sur Nvidia, sur Oracle, et sur notamment OpenAI qui est une société en private equity. Voilà pour ça. Autre point hyper important, donc forcément on est rentré aussi ici, la dominance Bitcoin. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la dominance Bitcoin, malgré tous les fracas qu'il y a pu avoir économiquement parlant sur la volatilité un peu de BTC et de notre cher Ethereum, est exactement sur le même niveau que le 10 octobre qui est cette très grosse bougie. Vous voyez bien, la moyenne du prix du 10 octobre est là, on est exactement sur les mêmes niveaux et on ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les marchés crypto ne bougent pas du tout. Ok, donc forcément on va surtout s'attendre à ce que là on ait une chute de la dominance BTC pour pouvoir avoir moins de pourcentage de dominance du Bitcoin forcément sur le spectre cryptographique et donc certains portefeuilles pivotent plutôt sur des altcoins. Autre point important, ETH-BTC dont on a beaucoup parlé et dont on a beaucoup travaillé, notamment l'aspect logarithmique dans les écoles. Encore une fois, si vous voulez y accéder, n'hésitez pas, c'est dans la description, vous cliquez sur le Discord, vous me contactez en privé ou vous me contactez par mail, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous proposer le dossier de candidature. Et ici, vous voyez bien à quel point on a bien rebondi juste là et qu'on est exactement sur les mêmes niveaux que l'ancien bull market, notamment au niveau des altcoins, l'alt season, comme certains l'aiment bien l'appeler, on est exactement sur les mêmes moyennes, d'accord. On n'est pas ici, on n'est pas ici, on n'est pas là, on n'est pas non plus là-haut, on est vraiment sur des niveaux qui pour le moment ne sont pas sincèrement effrayants. On va prendre une crypto-monnaie qui en vaut la peine, Link, d'accord, qui a été minutieusement analysée notamment sur Finology. Est-ce que la tête du prix m'inquiète?
pas tant que ça. Vous voyez, on a le plus bas de 2023 juste ici avec une magnifique accumulation, un point bas juste là, donc on liquide pour repartir derrière. Cassure d'order flow, on vient rejouer. Cassure d'order flow pas encore réellement établie, mais on a un low, un high, un low, un high. On a fait un low ici, mais on n'a toujours pas fait de nouveau high juste là, par exemple. Donc, on est tout simplement sur un marché qui corrige et qui ne bouge pas. Donc forcément, actuellement, le top 10, le top 15 des cryptos se porte pas si mal. On peut regarder Solana. Solana est très haut encore. Il était en 2023 à 18 $, il est à 147 $. Ici, Solana, on l'attend sans trop de difficulté au-dessus de ce niveau aussi. On peut regarder XRP aussi. XRP qui est très très haut. Attention à ce niveau de liquidité malgré tout qui me dérange particulièrement, mais on pourrait potentiellement être sur la création de la distribution qui emmènera le marché chercher des plus bas par la suite. Tout du moins, la technique nous amène ce genre de scénario. Ce qu'il va falloir faire aussi attention, c'est un élément dont j'ai pas parlé durant le PDF, c'est le Japon, la dette du Japon, le debooking du carry trade. Que va faire la Banque centrale du Japon en fin d'année? Ça, j'en parle exclusivement dans les écoles. La France aussi qui pourrait créer finalement une crise systémique et ramener du risque off sur le marché alors que Bitcoin n'a rien demandé. Voilà, il y a beaucoup de choses encore une fois qui sont sur la table. C'est multipolaire comme scénario. Mais tout du moins, voilà, vous avez tout du moins la vision précise du système, enfin du système cryptographique qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que si on observe ici le cycle des 4 ans, en fait on n'a jamais été aussi en retard que ce qu'on l'a été à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai montré auparavant, en fait on repart sur un cycle de quantitative easing. Alors est-ce que Trump dit la vérité sur le fait que les marchés vont exploser, qu'ils vont atteindre des niveaux jamais atteints, etc. On ne peut pas le croire parce que les derniers événements ont quand même marqué quelques mauvaises impressions, notamment sur la manipulation de prix, les manipulations de prix qui ont pu prendre place. Je peux vous le montrer, j'ai un graphique qui est exclusivement consacré à tout ça. Alors j'aimerais bien pouvoir vous le retrouver. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Oui, j'ai beaucoup de graphiques comme vous le voyez. On travaille bien quand même dans les écoles. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, bon voilà, on avait finalement FTX qui a créé l'accumulation qui a permis de vraiment relancer le cycle, d'accord, avec évidemment Nvidia et toutes les autres corrélations extérieures. On avait ici une réaccumulation qui a été la victoire de XRP face à la SEC de Gary Gensler de l'époque. On avait les ETF ici, BTC qui ont été acceptés, donc une distribution et une réaccumulation juste en dessus, boum, ça explose derrière. Le debooking du carry trade, l'élection de Donald Trump juste ici, d'accord, qui fait exploser les marchés, les tarifs douaniers, on repart derrière, le shutdown, on peut repartir derrière. Il y a toujours un catalyseur négatif, ok, et c'est quand les gens ne s'y attendent pas que le marché repart. Voilà l'intuition technique qu'on peut amener sur les marchés. Et ici, si on est honnête intellectuellement, on était au plus bas ici, on est reparti. On était au plus bas ici, on est reparti aussi. D'accord? C'est vraiment visible de A à Z. Voilà, j'espère que ce travail vous a plu, tout du moins il vous a aidé à comprendre un petit peu finalement l'alchimie du cycle cryptographique dans lequel on se situe actuellement. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des choses que je vais oublier ou des questions surtout, n'hésitez pas. Je vous invite à rejoindre le Discord en description pour qu'on puisse discuter plus amplement un petit peu de vos différentes questions et de vos différentes interrogations par rapport à ça. N'hésitez pas à le rejoindre. On se retrouve directement finalement dans une prochaine vidéo. Bonne année à vous, un petit peu en avance, passez de joyeuses fêtes de Noël et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.